Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Rivers Basket Session. On est en plein dans les playoffs, donc petits yeux, d'autant qu'on est en train de... Voilà, on est dans la dernière ligne droite pour le bouclage du nouveau numéro de Rivers. Si vous n'avez pas encore vu la cover ou vous ne connaissez pas le sujet, allez faire un tour sur Basket Session, vous allez voir ça. Et pour me rejoindre, comme d'habitude dans cet exercice, je suis avec mes deux acolytes, Antoine Pimel et Shai Mamou. Et voilà, on va parler playoffs, bien sûr plein de choses excitantes, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est un vieux de la vieille, un daron qui pourtant semble jamais avoir été aussi fort ou du moins jamais été aussi près comment dire, de racheter sa legacy ou d'ancrer sa legacy dans l'histoire, c'est Chris Paul. Comment ça va les gars? Eh ben ça va, nickel. Donc bon, Chris Paul, hein, alors la question c'est, depuis le temps qu'on l'attendait, on n'y croyait presque plus finalement. Avant de vous passer la parole, je vais vous confier mon sentiment. C'est vrai que quand j'ai vu dans le match 1 du premier tour des playoffs face aux Lakers, quand je l'ai vu se rouler par terre en se tenant l'épaule, je me suis dit, bon, bah, c'est mort pour lui. C'est décidément l'un des joueurs les plus talentueux et les plus maudits de l'histoire de la NBA. Et finalement, derrière, on a pu le voir revenir. On a vu les Suns sortir les Lakers et être très bien engagés maintenant dans ce deuxième tour des playoffs. Quel est votre sentiment un petit peu au sujet à la fois de l'état de Chris Paul et de l'état de cette équipe des Suns qui n'en finit plus de surprendre? Vas-y, Moi, Antoine, on va ouais, commencer par pardon. toi. Moi, déjà, je dois faire mon mea culpa parce qu'il me semble qu'il y a 2 semaines, dans un podcast, j'avais dit que les Suns, quand on parlait des Lakers, j'avais dit que c'était peut-être pas l'équipe non plus la plus impressionnante, mais franchement, je pense que je me suis trompé et que je les ai jugés un peu vite parce qu'en fait, c'est très très fort et c'est très très fort avec Chris Paul à la baguette. Il est parfait en fait là dans son rôle. Je j'ai plus la stat exacte, mais je crois que sur les 4 derniers matchs, il a fait genre 50 passes pour 4 balles perdues, quoi. Un truc comme ça. Ah, mais son ratio, attends, excuse-moi de t'arrêter tout de suite, mais le ratio, là, on a beau savoir que c'est un point god par excellence, là, c'est complètement dingue. Hier, je vais simplement vous donner ses stats d'hier. Donc, il termine avec 17 points en 30 minutes, 15 passes décisives, 0 balles perdues. Voilà, depuis le début des playoffs, c'est assez fou parce que je vais vous dire ça tout de suite. Le maximum de ballons qu'il ait perdu sur un match durant ces playoffs, c'était tout simplement 3 dans le deuxième match face aux Lakers, alors qu'il avait l'épaule à moitié en morceaux. Donc, niveau ratio, enfin, ratio pas décisif, balle perdue, on a l'impression que c'est encore plus fou que par le passé. Ouais, ce qui est génial, c'est que là, en fait, on est en train de redécouvrir que c'est peut-être le dernier vrai meneur à l'ancienne qu'on ait en NBA parce que on est un peu dans une ère de combo guards où les mecs voilà, jouent sur les deux postes. Là, on a un meneur qui brille d'abord par la passe, qui est chef d'orchestre avant tout, qui n'est pas forcément une gâchette à 3 points comme plein de meneurs qui arrivent maintenant. Il est un peu entre deux époques et je pensais comme toi, Théo, quand je l'ai vu par terre, je me suis dit, c'est pas possible. Le type, j'ai pas les chiffres en tête, mais j'ai l'impression que c'est la 10e série de playoffs de sa carrière où il est au top, où son équipe, il la bonifie comme personne d'autre et où il se blesse de façon complètement anodine presque et où derrière, il peut pas jouer à 100%. Et au final, là, ben, il est tombé sur une équipe qui était moins bien physiquement que lui, avec deux joueurs moins bien physiquement que lui. Et ça a passé, il a serré les dents, c'était impressionnant. Et ouais, moi, c'est vraiment ce qui me frappe le plus. Là, tu parlais du ratio assist-turnover. C'est pas une stat qu'on évoque souvent, je trouve, quand on juge les joueurs. On aime bien, là, bah, maintenant, c'est les triples-doubles, les pourcentages, etc. Le ratio assist-turnover, il est quand même vachement bien représentatif, je trouve, de l'efficacité et de l'importance d'un meneur. Et là, Chris Paul, grâce à cette stat-là notamment, montre que c'est vraiment, pour moi, c'est un peu le dernier vrai meneur à l'ancienne, comme on en a connu avant, quoi. Il a un niveau de maîtrise qui est. En fait, je trouve que ça montre son niveau de maîtrise. Tu vois, c'est comme si le gars, il était arrivé au dernier niveau d'un jeu vidéo et c'est bon, tu vois. Genre, ok, je sais. Il sait exactement tout ce qu'il doit faire, comment il doit le faire. Il sait exactement où il va donner la balle, quand, quand il va prendre le scoring, quand il va faire jouer Booker, quand il va faire jouer Ayton. Tu vois, il y a de la maîtrise. La maîtrise, elle est complète, en fait. Je suis d'accord avec vous. Et puis là où je te rejoins, Shai, sur ce côté meneur à l'ancienne, c'est que c'est vrai que tu as l'impression qu'il a été élevé par Bozidar Malkovich à une époque où les matchs se jouaient en 70 points, où le coach te hurlait dessus si tu bazardais un ballon, alors que maintenant, on sait que c'est l'attaque à tout va, que finalement, même des joueurs super comme Luka Doncic ou Stephen Curry, on regarde peu leur nombre de balles perdues.
Et Chris Paul, lui, il distribue dans tous les sens avec une efficacité folle. Et effectivement, j'ai l'impression que c'est ce qui me marque, moi, peut-être le plus à ce niveau de sa carrière, même si ça a toujours été un petit peu son profil, c'est à l'âge qu'il a, la taille qu'il a, avec autant de passés derrière lui, de matchs joués, de blessures, etc., pouvoir continuer à être aussi efficace, ça force le respect. Moi enfin, sur les 2 dernières saisons, alors, je suis pas dans les vestiaires, je suis pas dans les équipes en question dans lesquelles il a joué, mais j'ai l'impression d'avoir vu un autre Chris Paul que pendant les années précédentes, parce que j'ai toujours eu l'image de Chris Paul comme le meilleur meneur pur et dur de la ligue, sans qu'il y ait trop de discussion, quasiment depuis qu'il est dans la ligue. Mais j'ai aussi l'image d'un meneur un peu emmerdeur, trop exigeant. Euh, à l'époque des Clippers, par exemple, plus qu'à l'époque de New Orleans, mais aux Clippers où on le voyait s'agacer facilement quand les choses n'allaient pas dans son sens ou que les coéquipiers faisaient des erreurs que lui n'aurait jamais faites. Voilà, on sait que c'était pas forcément toujours idyllique avec Griffin, avec DeAndre Jordan à l'époque, et même à Houston avec Harden au final. Moi, j'avais l'image de ce gars un peu, voilà, c'est le meilleur joueur de l'équipe, mais c'est un leader qui est respecté, mais qui est un peu trop exigeant et qui a du mal à mettre de l'eau dans son vin. Là, quand il est parti de Houston pour aller au KC, honnêtement, déjà, moi, je pensais qu'il se ferait couper à sa demande rapidement parce que ils n'étaient pas sur la même timeline. Il lui restait peu de temps pour décrocher une bague ou même juste disputer une finale, puisqu'il a jamais disputé de finale. Et au KC avec que des jeunes. Et ce qu'il a fait l'année dernière, j'étais complètement bluffé déjà parce que avec un groupe ultra jeune et un ou deux joueurs expérimentés, il les a bonifiés. Ils ont fait quand même sortir Houston au premier tour. On l'oublie un peu, mais l'année dernière, ils ont failli sortir Houston au premier tour. Et les témoignages de ses coéquipiers, je les trouve très différents de l'époque New Orleans, Clippers et Rockets. Là, on a vraiment le grand frère modèle. Tout le monde va dans son sens. Et c'est pareil à Phoenix, en fait, à un degré encore supérieur parce que le niveau de l'équipe est supérieur à celui d'OKC de l'année dernière. Donc j'ai l'impression qu'il a un peu changé d'approche peut-être en termes de leadership. C'est une théorie parce qu'on n'est pas dans l'intimité du vestiaire. Mais là, j'ai l'impression que tout le monde va dans son sens et que c'est quasiment un deuxième coach de l'équipe, quoi. Si, il l'a dit, hein, il l'a dit. Il y avait eu un papier ESPN sur ça, là, où il expliquait qu'il n'avait pas tout changé du coup, mais enfin qu'il avait quand même été obligé de. Je pense qu'il y a eu une prise de conscience en fait aussi, tu vois. Même si on a bien vu que l'échec des Rockets, c'est certainement pas le sien au final. Je pense que de voir les clashs à répétition, c'était pas ce qu'il disait intrinsèquement. Il disait, enfin littéralement, il disait juste qu'il avait aussi compris à travers ces épisodes-là que il pouvait pas non plus être tout le temps le mec qui passe son temps à gueuler, quoi, que ça marche pas auprès de tes coéquipiers et que ça les tire pas forcément vers le haut. Et donc, en fait, il y a une forme de maturité, même sur le tard, qui est intéressante, je pense, parce que je ne sais pas si Booker ou Ayton, c'est des mecs, si tu prends le Chris Paul des Clippers, qui est peut-être plus fort en niveau de jeu, mais qui est une autre mentalité, je pense qu'il les fait fuir et que ça clash beaucoup plus facilement que là, alors que là, tout se passe bien, ils vont tous dans le même sens, quoi. Et finalement, je me demande si ce passage à OKC n'était pas la meilleure chose qui pouvait arriver à Chris Paul, parce que j'ai un petit peu le sentiment qu'effectivement, aux Clippers, il y avait une telle pression sur cette équipe de réussir, il y avait un tel sentiment d'urgence, un peu comme si Chris Paul jouait déjà ses dernières saisons et que c'était cette année ou jamais s'il voulait gagner un titre. Finalement, de repartir au Thunder, comme toi, et moi je ne pensais pas qu'il allait rester parce que je pensais qu'il voulait jouer un titre absolument. Et le fait d'avoir fait une saison entière avec un effectif qui avait aucune autre ambition que celle de progresser, donc qui était à l'écoute, avec un staff, comme on peut l'imaginer souvent à OKC, qui était bien orchestré, bien organisé, de manière à valoriser le développement de ces jeunes. Et finalement, on a pu voir aussi et remesurer à nouveau, paradoxalement, un peu l'impact que Chris Paul peut avoir sur une équipe en termes de culture d'équipe, en termes de progression. Et c'était assez intéressant de voir, effectivement, que ça soit Devin Booker cette année aux Suns ou Shai du temps d'OKC, de voir que ça se passait très bien avec les jeunes, qu'ils étaient à l'écoute, et finalement, il les a fait monter en compétences. Et j'ai l'impression, pour finir peut-être là-dessus, que finalement, les Suns, c'est un petit peu la continuité logique de ça. OKC n'était pas prêt à passer le cap pour vraiment devenir un contender. Il est parti aux Suns. Enfin, on va pas se mentir. Moi, je pensais pas du tout que son arrivée seule pourrait transformer à ce point cette équipe des Suns. Je pensais qu'il manquait encore une ou deux étapes, peut-être une ou deux
année, soit de progression de l'effectif, soit des joueurs qui venaient en plus. En tout cas, je ne pensais pas que Chris Paul pourrait avoir cet effet-là. Et là, il se retrouve dans un peu la continuité des jeunes qui sont dans la progression. Ils ont passé une saison où c'était un petit peu la surprise de l'année. Personne ne leur mettait la pression pour réussir. Ils arrivent en playoff, c'est un peu pareil. On les imagine vite se faire sortir par les Lakers. Enfin, du moins, moi, j'étais dans ce cas-là. Je pensais qu'il manquait pas de talent, mais d'expérience pour passer un tour. Et finalement, maintenant, on se dit, bah, c'est une équipe. Non seulement ils sont extrêmement dangereux, et en plus, ils ont un joueur qui est en pleine possession de ses moyens, au meilleur, au summum de ses capacités de compréhension du jeu, de gestion du rythme. Il y a un truc que je me demande du coup maintenant, c'est que là, on le voit dans ce schéma d'anciens respectés, c'est vraiment le taulier de l'équipe, il est beaucoup plus expérimenté que tous les autres. Je me demande ce que ça donnerait si aujourd'hui, là, avec ce niveau de jeu-là, qui me semble presque supérieur à ce qu'il avait sur les dernières années à Houston, par exemple, où il devait partager, voilà, il devait articuler tout ça avec quand même un joueur comme Harden qui prend de la place. Je me demande si aujourd'hui, admettons, qui jouait je sais pas, à Brooklyn, aux Lakers, où il devait partager l'affiche avec d'autres stars ou faire jouer d'autres stars, je me demande s'il serait aussi efficace qu'il l'est là maintenant avec un groupe de jeunes où ça me semble être vraiment la meilleure configuration pour lui en fait. Je me demande si c'est pas si depuis le début de sa carrière, c'est pas ce qui lui convient le mieux et là en tout cas avec l'âge qu'il a aujourd'hui. Parce que en fait, même défensivement, on pourrait se dire qu'il a perdu un peu il aurait peut-être pu perdre du jus, des qualités physiques, etc. Je le trouve hyper impressionnant défensivement sur la lecture de jeu. Même quand il se met sur un type en particulier, je le trouve. J'ai l'impression de voir un mec de 22-23 ans qui est mort de faim. Donc je me demande si on le voyait aujourd'hui dans une super team, par exemple, parce qu'il a été dans des semi-super teams avant. Je me demande ce que ça donnerait en fait. Mais la question, le pire, c'est qu'elle peut. Je crois que lui-même, il va devoir se la poser parce que, en fait, il a une option là sur la prochaine année. Sur la prochaine saison. Il y avait une rumeur comme quoi il était prêt à se retrouver sur le marché, mais pour signer un contrat plus long. Mais au final, s'il veut, il peut très bien être en position, là, aujourd'hui, d'aller, je sais pas, d'aller jouer avec LeBron, par exemple, tu vois, son pote. Mais même si je suis d'accord avec ce que tu as dit, je me dis que si lui, par exemple, il rejoignait une équipe comme les Lakers, Est-ce qu'il aurait vraiment finalement intérêt à quitter le cœur d'équipe qu'il y a aux Suns? je suis pas sûr, hein, mais c'est une bonne question. Ouais. Est-ce que là, si tu es à sa place, toi, tu pars de Phoenix ou tu restes à Phoenix? Bah là, je pense que voilà, mais de toute façon, ce qui est un peu, moi, ce que je trouve fascinant avec cette équipe de Phoenix, c'est que c'est un petit peu comme dans tous les films hollywoodiens sur des super-héros. Le passage le plus intéressant, je trouve, à chaque fois, c'est le début, quand le super-héros découvre ses pouvoirs, il ne sait pas jusqu'où il peut aller, il ne sait pas s'il les maîtrise, etc. Et c'est les Suns, alors je ne pense pas ils sont peut-être pas du niveau d'un Wolverine ou d'un Spider-Man, mais quelque part, je trouve qu'il y a un petit peu ça où ils ne connaissent pas non plus leur potentiel. Et donc, là, j'avoue que je suis un peu étonné par leur rendement et j'ai du mal à me dire finalement, est-ce que cette équipe peut pas espérer aller jusqu'au bout dans cette année avec un effectif qui fonctionne bien, un petit peu dans l'euphorie. Là, finalement, ils ont déjà quand même été testés un peu par les Lakers. Quand avec la blessure de Chris Paul, une défaite, ils auraient très bien pu baisser la tête, comment dire, courber les chines, mais finalement, avec Monty Williams à la baguette, un bon leader de terrain finalement au top de ses moyens comme Chris Paul, je me demande jusqu'où cette équipe peut aller cette année. Après, il y a Brooklyn, hein, les mecs. Oui, mais honnêtement, si les Suns font finale NBA, je trouve que ça serait très dur pour Chris Paul de partir. Oui, c'est clair. Mais si tu t'arrêtes en finale de conférence, tu fais sortir par Utah ou par Los Angeles, donc parce que là, maintenant, on peut parler de sa legacy. Tu vas avoir... il va avoir 36 ou il a déjà eu 36? Il a 36. Il a 36. Donc, t'as 36, tu te diriges vers tes 37 l'an prochain et tu n'as jamais disputé de finale et c'est le dernier contrat que tu vas signer. Enfin, en tout cas, tu peux te libérer de ton contrat pour signer le dernier contrat de ta carrière. Est-ce que tu n'es pas tenté d'aller jouer une bague? Et si, après, tu peux te dire que tu peux la jouer à Phoenix, effectivement, avec le même raisonnement que tu as eu, mais imaginons que tu sortes en finale de conférence. Je pense qu'il y a encore un gap, mais bon, je les ai sous-estimés une fois, peut-être que ça leur portera encore chance. Je pense qu'il y a encore un gap entre les Suns et d'autres équipes. C'est ça la question. Parce que
est-ce que là, les Suns profitent d'une ouverture sur une saison particulière avec, où en temps normal, les Lakers avec LeBron et Anthony Davis même à 80%, je pense qu'ils seraient passés. Hein, c'est pas pour manquer de respect à Phoenix, mais je pense qu'ils seraient passés. Si l'année prochaine, ils disent, bon, allez, run it back, on remet ça, on a toujours Chris Paul, on a Booker, on a le noyau dur de l'effectif, peut-être une ou deux recrues, parce que mine de rien, Phoenix, c'est une ville qui est attirante aux États-Unis. C'est une des villes qui est en plein boom, où les gens aiment s'installer, la qualité de vie, tout ça. C'est pas impossible que des joueurs veuillent y venir. Hein. Et est-ce que l'année prochaine, la configuration sera plus favorable? Est-ce qu'il n'y aura pas t'as les Warriors qui vont peut-être revenir sous une bonne configuration, d'autres. C'est ça le truc. Je pense que ça va être intéressant de voir ce que lui veut en fait, parce que ça paraît fou de se dire qu'il a même il a jamais joué de finale NBA jusqu'à il y a pas longtemps. Il n'avait pas fait de finale de conférence. Enfin, c'est. Alors, effectivement, c'est la question qui se pose. Et alors, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable sur cette thématique-là. Mais c'est vrai que l'avantage finalement qu'il y a aux Suns, c'est que vu la jeunesse de l'effectif, ils sont dans une dynamique où la logique veut qu'ils ne puissent que progresser. Oui, Booker et Ayton, ça va Au progresser. moment où ils ont Michael Bridges, Booker, Ayton, voilà, même apprendre à encore mieux jouer ensemble, parce que tout le début de saison, on avait eu des discussions entre nous à plusieurs reprises. On avait du mal à voir si vraiment Booker et Chris Paul, ça fonctionnait autant que ça en avait l'air quand c'était sur le terrain, etc. Ils ont appris un petit peu sur le fil. Donc la logique, c'est que cette équipe allait sur la pente ascendante. Alors que c'est vrai que, bien sûr, les Lakers, c'est attractif. Tu as LeBron, tu as Anthony Davis, mais preuve est que s'il y en a un des deux qui est blessé, ou si les deux ne sont pas à 100%, derrière, le reste de l'effectif ou le reste du fonctionnement du jeu, parce que tout passe par LeBron, te donne pas forcément plus de garanties. Enfin, du moins, je pense que c'est la question que, effectivement, tu as raison, Antoine, la question que Chris Paul va devoir se poser assez rapidement. Mais il y a aussi que, enfin, là, du coup, ça me fait penser à une interview qu'il avait donnée il y a quelques années, où tu sens que c'est quand même encore vachement présent en lui, le coup du trade qui avait été annulé par David Stern à l'époque où il jouait à New Orleans. Tu sens qu'il a regretté que ça n'avait pas pu se faire aux Lakers et que s'il a une opportunité, qu'il n'a toujours pas joué de finale, LeBron, c'est quand même c'est un de ses meilleurs potes dans la ligue, c'est le président du syndicat. Il y a plein de trucs comme ça qui me font en fait craindre pour Phoenix, malgré que leur construction là soit parfaite, parce que c'est vrai qu'on se rend compte que les joueurs qui sont présents, Booker a pris un niveau vraiment épatant, Michael Bridges aussi, énorme progression cette année, Ayton bien mieux que ce qu'on pensait. Ouais, notamment défensivement. Et ouais, c'est ça. Ce serait presque injuste pour Phoenix que Chris Paul s'en aille pour jouer une bague en fait, mais je me dis que c'est pas impossible quoi. En se mettant à sa place, à son âge, parce que la legacy elle est importante pour les joueurs quand même en NBA. Ils sont jugés partout. Ouais, mais toi t'as pas de bague, t'as pas machin. Il y a toujours des exceptions de joueurs qui disent non mais moi je m'en fous. Voilà, un Lillard par exemple, on peut supposer, on peut se tromper, hein, mais il dit moi je préfère perdre avec mon équipe que machin. Mais au final, ils ont tous quand même envie à la fin d'avoir une bague et de pouvoir se positionner comme des très grands à la fin de leur carrière, alors que s'il a rien joué, voilà, c'est compliqué. C'est Mais c'est là vrai, où c'est injuste. Ouais, pardon, vas-y Théo. Ouais, non, pardon, je vais rebondir sur ce que tu dis, parce que ce qui est intéressant, mais encore une fois, effectivement, en NBA, on sait qu'il n'y a pas de certitude, que la parole donnée, ou que quand tu dis en début de saison que tu veux finir ta carrière aux Celtics, tu peux demander un trade 2 semaines et demie plus tard. Mais ceci étant dit, ce qui est intéressant pour sa legacy, c'est que emmener cette équipe de Phoenix, imaginons jusqu'en finale, ça serait, je pense, à l'heure actuelle des regroupements de superstars déjà établis, peut-être plus fort et peut-être, ça pourrait même peut-être ouvrir une nouvelle porte sur une autre manière d'écrire sa legacy finalement. Parce que ce qui est intéressant avec cette équipe, c'est que Booker est très fort, ça c'est clair, c'est peut-être même son équipe, mais tout le monde sait que si cette équipe peut aller loin, c'est grâce à Chris Paul avant tout, que c'est lui finalement qui a révolutionné cette équipe des Suns, dont il y a encore quelques saisons, que ce soit à la rédaction ou autre, c'était un petit peu la blague qui tournait, quoi. Ils avaient eu 7 coachs en 3 ans et demi, il y avait des histoires pas possibles au niveau du management. Tu disais, c'est une des franchises les moins bien gérées de la NBA, simplement personne s'y intéresse, donc personne ne s'en rend compte. Mais là, il est un petit peu en train de contribuer à révolutionner l'image et la culture de ce club, quoi. Il faut voir s'il Ouais. veut jouer pour serveur plus longtemps d'ailleurs. Hein. J'allais dire que le proprio c'était important parce que les joueurs c'est quand même important pour eux et serveur ça reste un des proprios les plus tarés qu'il y a dans la ligue. Là on le voit pas trop. Fort heureusement, on voit d'ailleurs pas le front office du tout en fait. C'est James Jones le GM, c'est ça?
Ouais. On rigolait de ça. Président, Absolument. Le gars, il arrive, il finit sa carrière. Il a fait sa carrière sur le dos de LeBron en chopant les bagues en même temps que lui. Et là, on n'entend pas parler de lui. Au final, ses choix jusqu'à présent ont été plutôt bons. Mais le proprio ça reste le mec qui a mis des chèvres dans le bureau de son ancien GM parce que pour lui faire comprendre qu'il fallait qu'il recrute un GOAT. C'était des histoires de folie. Et c'est toujours le même proprio, en fait. C'est comme voilà, les Knicks, par exemple, les Knicks font une bonne saison, mais ça reste Dolan le proprio, quoi. Et sur une saison d'accalmie, combien de saisons catastrophiques où ça peut partir en cacahuète, quoi. C'est clair, bah, ouais. C'est clair que c'est compliqué. C'est compliqué pour Chris Paul. Effectivement, sa legacy, c'est quand même une chose qui est importante. Et je pense qu'on peut peut-être aborder ce sujet un petit peu parce que j'ai le sentiment, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais au bout du compte, le portrait qu'on peint aujourd'hui de Chris Paul, notamment de justement en tant que sa place potentielle au panthéon du basket, ou qu'est-ce qu'il est comme joueur, qu'est-ce qu'il a pu apporter, ou même ses performances en playoff, ont été extrêmement ternis par son passage aux Clippers et finalement qu'on se trompe un petit peu aujourd'hui sur le joueur qu'est réellement Chris Paul. Quel est votre sentiment là-dessus, Antoine, toi par exemple? moi, je trouve que c'est injuste de lier toujours la carrière d'un joueur à des bagues de champion. Parce qu'il n'y a qu'un champion sur 30 équipes chaque année. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement dur. C'est facile d'aller en playoff. Il y a plus de la moitié des équipes qui vont en playoff. Mais gagner un titre, c'est très dur. Et ça dépend de plein de facteurs. Alors oui, si tu es le meilleur joueur du championnat, a priori, tu as quand même plus de chances à un moment de gagner un titre. Mais au-delà de ça, il y a trop d'aléatoires, sachant qu'il y a de l'aléatoire dès le début, parce que ça dépend de toute façon de où tu es drafté, ça dépend de tellement de choses que je trouve ça vraiment injuste de juger purement sur le palmarès collectif des gars. Et notamment Chris Paul, je pense qu'en fait, il n'y a rien qui aujourd'hui empêche Chris Paul d'être un des 5 meilleurs meneurs de tous les temps, en fait. Et quand je vois que des fois, il y a des gars qui ne le mettent pas dans leur top 5 des meneurs les plus talentueux de tous les temps, j'ai du mal à comprendre. Et tu ne peux pas me dire, ouais, il n'a jamais été en finale. Il y a eu trop de facteurs qui sont rentrés sur ça. Tout ce qu'il a accompli font que c'est un joueur. Pour moi, sa legacy, elle est déjà faite, en fait. Même si les Suns, ils sortaient là en 6 manches contre les Nuggets, son héritage, il est déjà trop lourd. Ouais, c'est une legacy de niveau de jeu parce que je suis d'accord, hein, les bagues, c'est pas l'alpha et l'oméga de tout, on peut pas tout. C'est juste qu'à la fin, quand tu dois comparer Oui, quelques meneurs d'un niveau qu'on va décrire comme à peu près équivalent ou qu'on marqué leur génération quand ils sont de générations différentes, tu vas prendre, je sais pas, on prend Jason Kidd par exemple, j'essaie de trouver un équivalent un peu, qui a mis beaucoup de temps à connaître le succès, qui était unanimement reconnu comme un borderline MVP une saison sur deux, un joueur génial. Euh, je ne sais pas si tu fais un classement, est-ce que le fait qu'il ait gagné une bague en fin de carrière le met par exemple devant un Chris Paul, tu vois, et il a fait plus de finales NBA que Chris Paul. C'est sur ces critères-là que je me dis que ce serait quand même bien pour lui. Lui, il s'en fout en soi que nous, on le mette quatrième ou cinquième. Mais au moment de discuter, je maintiens que c'est important qu'il ait au moins eu l'opportunité de jouer à une bague à un moment, quoi. je suis d'accord avec toi. J'ai juste réagir sur cette comparaison parce que je la trouve intéressante. Sur Kid, c'est une bonne comparaison parce que pour moi, ça met vraiment en avant que ça dépend quand même où tu te trouves. C'est-à-dire que Kid, à un moment, il s'est retrouvé en leader des New Jersey Nets dans une conférence éclatée. Je veux dire, tu avais un bon joueur, tu pouvais aller en finale à l'Est. Si Chris Paul il avait joué dans cette conférence à la même époque, on le saura, enfin, bien sûr, il n'y a aucun moyen de vérifier, mais pour moi, c'est assuré qu'il aurait joué une finale. Ouais. Et du coup, après, Kidd, il gagne en fin de carrière, pareil, il gagne dans un contexte. Je pense que Chris Paul, actuellement, tu le mets enfin, je sais pas, s'il était dans une bonne équipe avec bon, c'est différent, les Mavs 2011, c'est un champion différent, mais je pense il pourrait très bien, en fin de carrière, en étant role-player, gagner un titre. Par contre, je vais prendre une autre comparaison, du coup. Tony Parker, pour moi, n'a pas la même place dans l'histoire que Chris Paul. Je veux dire, et pourtant, il a plus de bagues. Il a 4 bagues. Mais je peux pas, tu vois, je peux pas me dire que Tony Parker, ça a été un meilleur meneur que Chris Paul. Et ce qui est marrant, c'est que Chris Paul a souvent cité Tony Parker comme, ouais, as Oui, souvent comme un de cité ses Tony modèles. Parker comme un de ses modèles, ouais. Oui, bien sûr. Ouais, C'est vrai, totalement. j'avais pas remarqué, j'avais pas remarqué. C'est vrai que là, en t'écoutant, il a tout le temps joué dans la conférence Ouest, en fait. Oui, C'est ça,
conneries, il a toujours été dans la conférence Ouest, qui, depuis qu'il est en NBA, est toujours la plus relevée depuis qu'il est là. Donc, il n'a jamais eu l'opportunité de jouer à l'Est et donc d'avoir un tableau plus facile. Et donc, je suis d'accord, là, pour le coup, ça doit rentrer en ligne de compte au moment de l'évaluation, si on fait une évaluation, évidemment. Si seulement les Hawks n'avaient pas pris Marvin Williams. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais non, mais intéressant tout ça. Ce qui est fou un petit peu avec Chris Paul, parce qu'on n'arrête pas de parler de la longévité de LeBron et elle est impressionnante. C'est clair que c'est quelque chose qui a versé, comment dire, à mettre à son crédit sur sa carrière. On n'avait jamais vu un joueur être dominant aussi longtemps. Mais quelque part, Chris Paul, c'est pas si loin. Alors, toute proportion gardée, parce que je regardais ça, enfin, on regardait ça tout à l'heure. Et en fait, si on regarde dans l'histoire de la NBA, alors bien sûr, c'est toujours compliqué de comparer les époques parce qu'on sait très bien que les joueurs des années 80 ou encore plus des années 70 n'avaient pas du tout les mêmes types de préparation physique, de soins au quotidien, de tranquillité, enfin de confort de transport. Donc les carrières étaient plus courtes. Je veux dire, moi je me rappelle que Larry Bird, à la fin de sa carrière en 92, là j'avais l'impression qu'il avait 50 ans le machin. Il marchait à peine, il boitait. En fait, ces mecs-là ont arrêté leur carrière extrêmement tôt. Mais toujours est-il que Chris Paul, finalement, il n'y a que deux joueurs auxquels on pourrait le comparer en termes de longévité et de qualité de jeu à son poste et à sa taille. Parce que je pense que ce qui est compliqué pour les gens lambda comme nous, c'est de se rendre compte de la difficulté pour quelqu'un qui fait quoi 1m83, 1m85, ne serait-ce que d'être sur le terrain et de pouvoir prendre des tirs ou de trouver des angles de passe face à des athlètes aussi immenses et rapides que ceux de NBA. Et donc, à son âge, à son poste, à sa taille, il y a finalement que John Stockton et Steve Nash qui ont pu prouver qu'ils avaient pu jouer aussi longtemps et garder un tel impact sur leur qualité de jeu et sur les équipes dans lesquelles ils jouaient. Et ça, en fait, c'est vrai que c'était quelque chose que moi-même, je n'avais pas forcément pris conscience. Et je trouve que ça, c'est quelque chose qui le classe à part quoi, par rapport à une bonne partie de meneurs. Et juste, ces deux gars qui n'ont pas gagné de bague. Hein. Ah, t'es dur. Non, mais c'est vrai. Non, c'est vrai. C'est deux mecs qui n'ont jamais été champions, en fait. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Mais la taille, c'est peut-être son plus gros. C'est injuste, mais c'est peut-être son plus gros défaut, quoi. Il y a peu de meneurs stars de cette taille qui vont au bout, en fait. Alors, je voudrais revenir là-dessus parce que tu dis son plus gros défaut. Et il y a un point là que je trouve intéressant. Et quand je parlais d'une image qui reflète pas forcément la vérité, c'est que j'ai l'impression que depuis son passage aux Clippers, on lui a un petit peu mis sur le dos la réputation d'être tout le temps blessé. Ce que je trouve pas vrai en réalité. Il a eu la grande malchance d'être blessé à plusieurs reprises au pire moment, c'est-à-dire en play-off. Mais de faire des saisons régulières tout à fait honnêtes en nombre de matchs joués, etc. Donc, c'est vrai qu'il a eu ça, mais je trouve que c'est trompeur de dire qu'il est tout le temps blessé. Et l'autre chose, c'est que j'ai l'impression qu'on a essayé de lui coller presque une image de loser ou de mec qui craque dans les moments chauds. Et finalement, si on regarde vraiment, de son passage aux Clippers notamment, moi, j'aurais tendance à dire qu'il y a vraiment un exemple de moment où il s'est loupé, ce sont les playoffs face à OKC. Voilà, là, en 2014 face à OKC, où il a un match catastrophique, où il perd beaucoup de ballons sur la fin de match, qui lui arrive quasiment jamais. Mais au-delà de ça, je trouve que finalement Doc Rivers s'en sort très bien parce que les Clippers, on a dit Blake Griffin, il est nul, Chris Paul, il craque. Et on a peut-être un petit peu oublié de regarder du côté du coach. Ouais, c'est possible. Mais ouais, là, en réécoutant ce que tu dis, c'est vrai que c'est typiquement le coup de la blessure au pire moment parce que il y a quand même eu des opportunités de passer. Avec Houston contre les Warriors en 7 matchs, pareil, il est blessé. Ça peut changer absolument tout à un truc près. Et puis à chaque fois, c'est jamais des blessures pour lesquelles il peut serrer les dents et jouer. À chaque fois, c'est parce que là au niveau de l'épaule de sa blessure actuelle, ils ont réussi à le soigner et à faire en sorte qu'il soit apte à jouer. Mais excuse-moi, je t'interromps une seconde, mais tu as totalement raison sur Houston. Au bout du compte, c'est la seule et unique équipe qui est passée tout près de sortir les Warriors en format XXL avec KD. Ah ouais, en 7 matchs. Et donc Chris Paul est blessé sur le Game 7, hein, si je ne dis pas de bêtises, le fameux où les Rockets ratent 1 milliard de shoot à 3 points et mènent au score. Il rate 6 et 7. Il rate Game 6 et Game 7. Les deux derniers matchs, ouais. Donc c'est un peu, il y a quand même une part de malchance, hein, c'est ça. On peut pas nier ce fait-là parce que il a une condition physique, il a toujours une condition physique relativement, irréprochable. C'est pas un type qui a une hygiène de vie déplorable, qui sort, c'est un mec sérieux. C'est vraiment un coup de malchance, quoi.
C'est vrai il a même encore changé parce que suite à ses déboires avec les Rockets notamment, il a changé son régime alimentaire en devenant végétarien, si je ne me trompe pas. Donc il a redoublé d'efforts même de ce côté-ci pour vraiment essayer de trouver tous les moyens possibles pour être en meilleure forme, quoi. Mais ça, en fait, ça a toujours été un joueur clutch. C'est fou comment cette image de loser, elle est erronée. Parce qu'en réalité, il a toujours été clutch. Et je crois que l'année où il se foire au Kessie, je crois que c'est l'année où il sort les Spurs sur un game winner au game Ouais. 7. Le genre de, enfin, tu vois, un truc à la Lillard, mais qui n'est pas resté dans les mémoires parce qu'au final, la même année, il se foire complètement sur un match clé contre le Thunder. Mais au-delà de ça, ça a toujours été un joueur clutch, ça a toujours été un joueur très fort dans le quatrième quart-temps. Ça a été toujours un joueur qui a souvent pris le scoring à son compte dans le quatrième quart-temps. Sur cette série contre OKC, dans le quatrième quart-temps, c'est lui qui défendait sur Kevin Durant. Je ne sais pas si les gens réalisent, mais non seulement il défendait sur lui, mais en plus il le mettait, en fait, il le mettait mal. Alors forcément, c'était pas le même Kevin Durant, hein, plus jeune, moins sûr de sa force, mais Kevin Durant arrivait pas à le poster. Je me souviens, et ça a toujours été un joueur décisif. Après, les blessures, ouais, comme vous avez dit, hein, sont arrivées au pire moment. En 2018, je pense, c'est vraiment le pire. C'est celle où ils sont pas loin de sortir les Warriors et ils se blessent. Tu rates Game 6, Game 7. Du coup, c'est Harden qui se retrouve patron de la maison. Bah. Ouais. Mais en fait, avec tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, là, enfin, en y réfléchissant, avec enfin, les atouts qu'il a dans son jeu, parce que on est d'accord que c'est un défenseur formidable. C'est un chef d'orchestre et passeur. Il va être dans les meilleurs passeurs de l'histoire. Logiquement, j'ai pas le classement en tête ni sous les yeux, mais à la fin, on va peut-être se demander s'il n'est pas passé à côté de quelque chose de. Si ça aurait pas pu être le meilleur meneur, au moins enfin, peut-être pas de tous les temps, je sais pas, c'est compliqué de dire ça, mais est-ce que c'est pas déjà là un des meilleurs, un des meneurs les plus complets qui ait jamais eu en NBA en fait? Bah, c'est probablement le meneur ou l'un des meneurs avec Steve Nash, l'un des plus forts meneurs à n'avoir jamais gagné de titre. Pardon. Après, c'est sûr que pour rentrer dans la considération pour meilleur meneur de tous les temps, il faut quand même en enquiller un paquet parce que quand tu as Magic devant toi avec 5 bagues et puis un résumé long comme le bras, c'est compliqué. Mais en tout cas, oui, tu as raison. Clairement, moi, en tant que simple fan du sport, j'ai pas forcément d'équipe préférée ou quoi que ce soit, mais au bout du compte, ça m'a fait mal de voir Steve Nash partir sans bague. Ça m'aurait fait mal de voir Jason Kidd partir sans bague. Et Chris Paul, c'est un peu pareil. Je me dis, quel champion, hein, quand les futures générations regardons dans les livres d'histoire, elles disent, ouais, ben lui, il n'a pas de bague. Ça ne devait pas être un si grand joueur que ça, alors que c'est un très grand joueur. Ouais, puis même pas de finale en fait. C'est ça aussi, parce que parfois on peut se souvenir de finales où il y a eu des jeux, les Barclay, Stockton, Malone et tout, on se souvient des finales qu'ils ont jouées au final quand même. Ça compte dans leur legacy. Là, Nash et Chris Paul, s'il n'y a pas de finale au bout, c'est un peu dommage, je trouve. Mais c'est intéressant parce que l'année où sur toute sa carrière, quand tu regardes l'année où il a joué avec le plus de All-Stars, c'est aux Clippers. Et les All-Stars en question, bah, c'est Blake Griffin, un vrai All-Star. Et l'autre, c'est DeAndre Jordan. Alors, je ne suis pas en train de dire que DeAndre Jordan est un All-Star au rabais, mais DeAndre Jordan, il a été All-Star que quand il y avait Chris Paul dans son équipe. Ça, c'est tout ce Ouais. que je peux te dire, tu vois. Et qu'à part ça, il n'a jamais été All-Star. Donc, en fait, c'est un mec aussi qui a. Tu vois, si il y avait eu des rumeurs Spurs à un moment, si Chris Paul il avait passé une partie de sa carrière aux Spurs avec Tim Duncan, je peux pas imaginer, c'est même pas du tout un shot envers Tony Parker, hein, c'est pas du tout, mais je veux dire, je peux pas imaginer que les Spurs n'auraient pas gagné et que Chris Paul n'aurait pas eu une bague, tu vois. Si ce transfert aux Lakers s'était fait, même si c'est un peu différent parce que la rumeur elle est au moment où les Lakers sont déjà un peu plus sur la. Enfin, le transfert, il devait se faire au moment où les Lakers étaient déjà un peu plus sur la pente descendante, mais je peux pas penser qu'il n'aurait pas fait une finale, tu vois, Là, avec Kobe à côté. je me permets de mettre un bémol parce que ce trade, j'ai jamais vraiment compris comment c'était censé fonctionner. Parce que pour avoir vu Chris Paul jouer dans la même équipe que James Harden, j'ai du mal à comprendre comment Chris Paul et Kobe Bryant auraient pu fonctionner en termes de qui va gérer le ballon. Parce Ouais. que moi, le truc qui m'avait le plus marqué de l'essai raté de Steve Nash aux Lakers, c'est qu'au bout du compte, c'est Steve Nash qui avait dû se décaler et jouer le mec en fin de course qui recevait les ballons pour prendre les tirs pour que Kobe soit à la création. Mais ils Après, n'avaient à ce pas le même moment-là, âge, hein. Moi, c'est ce que j'allais dire. Steve Nash avait déjà le dos flingué après 15 matchs et il avait déjà 37 ou 38 ans, non, je crois. on est totalement d'accord là-dessus, mais je me rappelle de ces matchs et me dire, mais c'est fou en fait.
C'est pas le même T'as l'un des caractère. meneurs qui crée le plus de jeux de ces 15 dernières années et tu vas le mettre dans le corner. Et Kobe avait enchaîné un nombre de matchs assez impressionnant avec plus de 10 passes, etc. C'est pas pour dire que Kobe n'était pas capable de le faire. C'est juste que je suis pas sûr que c'était non plus. Déjà à l'époque, je n'étais pas sûr que ce soit la meilleure configuration pour les Lakers. C'était Oui, une c'est vrai. parenthèse, hein, en tout Non, mais en t'as, tout non, cas. mais t'as raison. Non, mais t'as tout à fait raison. Après, je pense que c'est pas le même caractère pour les Steve Nash. Il n'y aurait peut-être pas eu la même, tu sais, la même contestation au moment où on lui a dit ouais, tu vas te mettre là-bas dans le corner et tu vas Absolument. D'où réceptionner mes passes. Il y absolument. aurait eu des regards de travers, genre, qu'est-ce que tu racontes? C'est pour ça que je me permets de noter ça. Mais, mais oui, oui, non, mais c'est intéressant. Mais tout ça pour dire qu'en fait, je ne dis pas qu'il a joué dans des équipes de peintres, parce que quand même, les Clippers, c'était quand même des belles équipes qui n'ont jamais su. Et je pense que tu as raison, il y a aussi quelque chose à creuser sur le coaching, même si c'est facile des fois de remettre sur le coach. Il y a eu quand même des soucis tactiques. Et aussi, ils ont été... le moment où je pense qu'ils étaient le plus en position de gagner, c'est le moment où les Warriors ils ont commencé à exploser en fait. Parce que je pense que leurs 2-3 premières saisons aux Clippers, ça se découvrait un peu. Griffin était encore très jeune, il avait pas encore la bonne maturité. Et le moment où vraiment ils commençaient à être mûrs, ils se connaissaient tous avec Redick, avec Griffin, tout ça, c'est le moment où les Warriors juste ils ont explosé. Et en fait, à partir de là, tu n'avais plus la place quoi. Mais bon, après oui, il a aussi joué avec Harden, qui sont des super équipes de Houston. Hein. Il n'a pas joué dans des mauvaises équipes, mais il Mais les Spurs, c'est intéressant ce que tu dis n'a au jamais sujet. eu vraiment Pardon. un passage dans sa carrière où tu peux faire, à part aux Clippers. Non, non, je disais où il n'y a jamais eu un passage sur 5-6 années, à part aux Clippers, où vraiment tu peux. Bon, enfin, il l'a eu aux Clippers, mais. Ouais. Non, mais les Spurs, c'est intéressant. Je vais faire une petite parenthèse parce que le nombre de joueurs dont on pourrait se dire ça, les mêmes qui te disent les Spurs, c'est incroyable, Greg Popovich, c'est le meilleur coach de l'année, il est incroyable. Au bout du compte, personne n'a voulu y aller, quoi. Il n'y a que Lamarcus Ouais. Aldridge en free agent qui est allé. Il a tenté sa chance, mais c'était pas. Je veux dire, on pourrait faire une liste longue comme le bras de joueurs qui auraient eu parfaitement leur place là-bas et qui auraient peut-être déjà une bague de plus en poche si, s'ils avaient, comment dire, s'ils avaient été à la hauteur de leurs paroles, quoi. Mais vous savez quelle est la seule superstar qui a mis les Spurs dans ses destinations préférentielles en demandant son transfert? Vas-y. Ça, vous serez surpris, c'est C'est Kyrie Kyrie. Irving. Je sentais venir. C'est le seul, comme quoi, tu vois, mais c'est le seul qui a dit bah, moi, je veux les Spurs dans ma liste. Quoi. Mais c'était Kyrie ou Irving qui avait dit ça? On sait pas. Personne ne sait. C'est le problème. Mais ouais. Il y a un autre élément que je trouvais très intéressant dans ce que vous souleviez tous les deux, notamment toi, Shai, c'est la défense de Chris Paul. Effectivement, pendant l'essentiel de sa carrière, l'un des meilleurs défenseurs sur les postes arrière. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis quelques années, avec l'âge, je suis tombé sur une stat qui montrait qu'il défendait moins souvent sur le ballon et plutôt maintenant sur le deuxième, plutôt dans les aides que directement en défendant sur le porteur du ballon. Et ce que tu notais tout à l'heure, Shai, est très vrai, c'est-à-dire qu'avec son intelligence de jeu, sa lecture et la vivacité qu'il a su continuer à maintenir, il est toujours aussi dangereux dans ce rôle-là pour aller toucher des ballons, perturber, feinter l'aide pour reprendre son joueur, voler le ballon, etc. Et ça aussi, en fait, c'est une adaptation dont on parle rarement. Souvent, on parle des grands joueurs qui s'adaptent, mais quand on parle de ça, on parle de leur rôle offensif. Et je trouve que la manière dont il a su s'adapter défensivement, tout en restant un vrai atout pour son équipe, c'est quelque chose qui est assez remarquable. Ouais, il y a ça. Et alors, c'est un peu lié aussi, mais j'en parlais aussi au début, mais le langage corporel me semble tellement différent chez lui là depuis cette année et celle d'avant. Après, comment dire, enfin, pas des opinions personnelles, c'est un peu les goûts et les couleurs, mais je trouve que c'était un joueur qui pouvait agacer et qui, je pense, qui agaçait pas mal avant parce qu'il était tout le temps en train de parler, de contester, de remettre tout le monde en place. Moi, j'ai le souvenir d'un sujet, je pense que c'était sur Canal à l'époque, où du coup, il y avait le micro sur lui pendant toute une mi-temps. Et c'était inaudible, quoi. Il jactait tout le temps et il replaçait absolument tout le monde quand il avait la balle, quand il n'avait pas la balle. Après, je suppose que c'est comme ça la plupart du temps sur un terrain. Voilà, au niveau pro, le meneur, il doit parler et Chris Paul, c'est un des meilleurs meneurs du monde, donc il doit parler. Mais j'avais quand même l'impression que c'était trop, quoi. Et que les mecs de l'équipe, ils en avaient marre, quoi. Il parle à tout le monde, aux adversaires, à ses coéquipiers, la nana qui apporte les boissons dans les tribunes, l'arbitre parce qu'il n'est pas placé dans la bonne zone défensive. C'est un cauchemar. Hein. Là, depuis OKC l'année dernière, encore une fois, c'est pas quantifiable, mais c'est une impression en regardant les matchs. Je sais pas, il est un peu apaisé, serein, il se disperse pas, il conteste moins et il fait tout est maîtrisé.
j'ai l'impression qu'il il est au sommet de son art, même à ce niveau-là, dans l'expression corporelle, si on peut dire. Mais vous pensez que les Nuggets, ils ont une chance? Je rebondis sur les Suns, mais vous pensez que les Nuggets, ils ont encore une chance de passer? J'ai l'impression qu'ils sont cuits. Là, ça a l'air dur. Et tu parlais de langage corporel, Shai. Moi, c'est ça qui m'inquiète un petit peu là, Ouais. sur le dernier match, notamment des Nuggets. Où autant l'an dernier, bah, finalement, c'est pour ça que moi, quand j'avais fait mes previews, là, je les avais mis aller en finale, les Nuggets, aller jusqu'en finale de conférence, pardon. Mais je les avais mis en 7 matchs systématiquement parce que c'était l'équipe qui voulait jamais perdre, quoi. Mais là, j'ai aussi un petit peu l'impression qu'il. Enfin, la série peut être longue encore. Hein. Faut pas se tromper. Mais Tu les as visages joueur- étaient hyper marqués. Les visages étaient Ouais, hyper marqués après le Game 2. Malone, dans la presse, enfin, devant les médias, il les a défoncés comme j'ai rarement vu un coach défoncer son équipe récemment. Et c'est vrai que quand tu regardes le visage de Michael Porter Jr., par exemple, pour le coup, il a joué en playoff l'année dernière, mais il commence vraiment à découvrir le très haut niveau en playoff. Le fait qu'à chaque fois, ça switch pour qu'il puisse attaquer sur lui, notamment avec Chris Paul qui s'est régalé sur lui 4 ou 5 fois. Tu vois les visages, c'est terrible. Lui, son visage, il regardait par terre tout le temps. Et ça faisait ça avec tous les joueurs, sauf Jokic, qui à la fin a dit non, non, moi je suis pas abattu, il n'y a pas de problème. Et tous les autres, c'était dur à voir, quoi. Donc, en temps normal, j'aurais dit bon, bah, 2-0, là, ils vont recevoir 2 fois à Denver. Les autres, ils vont être asphyxiés par l'altitude. Ça va carrément. en temps normal, ça passe, tu vois. Là, je suis plus si sûr. Phoenix a montré au tour précédent qu'ils n'étaient pas là pour lâcher l'affaire et que justement, avec Chris Paul, encore une fois, qui connaît ces moments-là, ouais, là, je suis inquiet pour Denver. Et toi, Antoine, tu nous as pas donné ton sentiment là, du coup, sur. Ouais, moi, les Suns, j'avoue qu'ils m'impressionnent. Je pensais que ça allait s'écrouler plus vite que. Enfin, s'écrouler, pas s'écrouler, mais je pensais que ça allait plus vite montrer des limites. Et en fait, j'ai l'impression que chaque match qu'ils gagnent, ou même chaque carton qu'ils gagnent, ils engrangent de la confiance. Et ils développent quelque chose de fort entre eux qui fait que, ouais, je pense qu'il va falloir être costaud pour les sortir, en fait. Je pense qu'ils vont sortir Denver. Et quel que soit le vainqueur entre le Jazz et les Clippers, et je pense qu'en plus, ce sera les Clippers, donc ça serait très drôle que les Clippers aient l'occasion de jouer leur première finale face à Chris Paul, qui aurait l'occasion de jouer sa première finale et que chacun il se battrait. Et je pense que le Game 7, ça finirait en combat à mort avec Chris Paul en short, torse nu au milieu du terrain, en train de se battre avec tout le monde. Comme avec l'histoire du tunnel à l'époque. Oui, voilà. Ah oui, la fameuse Mais, histoire du tunnel. mais quelle que soit l'équipe, il va falloir être solide pour les sortir. Mais pour en revenir à ce qu'on disait, notamment sur le choix de carrière de Chris Paul, il y a quand même un truc, c'est ce que tu disais Théo, c'est que les Suns, ils peuvent que progresser. J'ai l'impression qu'un mec comme Devin Booker, c'est un gars, il est déjà fort, mais il est lancé sur quelque chose. Ça peut être intéressant de te greffer à lui et de te dire, OK, là, il y a une superstar, quoi. C'est pas juste un All-Star, c'est une potentielle superstar avec laquelle je peux jouer et finir ma carrière. Et c'est vrai que DeAndre Ayton, très honnêtement, dans les previews, quand on regardait un petit peu pour préparer la série contre les Nuggets, donc tu pouvais regarder les stats de saison régulière, voir qu'il avait gêné Jokic, etc. Mais bon, sur la saison régulière, tu sais jamais trop quoi en tirer. Je pensais honnêtement pas qu'il aurait un tel impact dans cette série. Et du coup, si tu commences à te dire, bon, bah, finalement, DeAndre Ayton, ça peut être bien plus que le bon joueur qu'on pensait que ça serait, il y a un potentiel quand même dans cette équipe. Ouais, et puis il y a une vraie. Ils ont vraiment développé des relations. Quand tu les entends parler les uns des autres, Chris Paul qui dit Michael Bridges, c'est comme mon frère. On se dit, on peut tous dire, bon après ça peut être de circonstances, on est d'accord, hein, c'est parce que là tout marche bien, mais il te dit, bah, c'est un des meilleurs défenseurs tout court en ce moment en NBA. Je me rappelle que Ayton, je me souviens à l'époque parce qu'on avait fait une news dessus, Ayton quand il expliquait quand il avait appris la signature le trade de Chris Paul. Il avait fait 3 saltos et qu'il s'était mis en danger parce que c'est un 7-footer et qu'il avait dit ouais, c'est bon, ma carrière elle est lancée. Je vais réussir ma carrière parce que Chris Paul va venir jouer avec moi, quoi. Lob City, Lob City. Et voilà, il y a un mec comme Jay Crowder qui au final se retrouve toujours dans des équipes qui sont compétitives alors que tu as l'impression qu'il est juste là pour s'embrouiller avec LeBron
Et au final, il est là, c'est le côté un peu tough qui manque à certaines équipes. Il est là, tu sais qu'il est embrouillé, mais il est là, quoi. Et vous pensez que c'est dans les temps morts de Monty Williams là, qui dit bon, deuxième quart-temps, là, Jake Crowder, donc tu prends l'écran et après tu vas t'embrouiller avec, avec Michael Porter Jr. ou avec... Parce que c'est son mode automatique, il le fait C'est tout seul. automatique, ça, c'est dans les fondamentaux, ça. Je pense qu'ils sont à 2 pièces du titre. Deux joueurs. Il n'est pas forcément 2 gros joueurs, mais je pense qu'il leur manque 2 joueurs. Et qu'est-ce qui leur manque comme joueur pour toi là? Parce que le banc est pas mal, hein, quand tu regardes le banc fait des mecs comme Saric et Saric, tout. ce que j'allais dire. Non, alors, et sur le banc, je suis juste sur le banc, Cameron Payne, c'est incroyable. Ils ont relancé la carrière. Ils ont lancé la carrière. C'est incroyable. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas si c'est Monty Williams, mais rien que pour ça, il aurait dû avoir le trophée de coach de l'année parce que c'est incroyable comment ce gars-là. Le best case scénario pour tout le monde, c'est que les Suns aillent au bout et qu'ils puissent trader Cameron Payne contre un gros joueur et que Cameron Payne signe un max contrat parce que je suis pas sûr que ça se maintienne sur la durée. Je n'arrive pas à voir quelle pièce exactement il leur manque, mais enfin c'est débile parce que je t'ai dit 2 pièces sans être capable de te nommer exactement. C'est vraiment débile, mais je dirais qu'il manque mais pas un 4. Je voudrais un ailier de plus fort et un mec de plus du banc pour avoir une rotation un peu plus profonde. Mais j'arrive pas à te citer un nom en fait. C'est ça que je suis en train de réfléchir à un nom. Si on part sur ce que disait Théo tout à l'heure, qui disait que l'équipe peut être que meilleure et tout ça, qui a déjà un noyau en place sympa, des mecs pas très connus du banc, genre un Cameron Johnson, dans une époque de l'NBA où le shoot est crucial, c'est un excellent shooter par exemple. Tu peux te dire, lui, avec un an ou deux en plus, il va gagner 3% à 3 points, enfin des trucs comme ça. Ça peut venir déjà de l'intérieur. Ils ont des joueurs qui sont intéressants sur le banc aussi, je trouve. Oui, c'est vrai, mais j'aime bien le fait qu'on parle tout cela. Alors, on sait très bien que de toute façon, il y a une équipe en face qui a Kevin Durant, Kyrie Irving et James Harden. Et que je ne sais même pas pourquoi on se casse la tête à se demander qui va battre Kevin Durant. Mais ça, c'est sur le papier, Antoine. Parce que tu sais bien qu'avec les Nets, tu ne sais jamais quelle équipe tu vas avoir sur le terrain. Non, je sais, je rigole. J'ai même pas... Le pire, c'est que je n'ai même pas mis les Nets dans mon pronostic. Mais la réalité est en train de me rattraper en pleine tête. Tu vois, genre, ouais, mais il y a Kevin Durant quand même, tu vois, à un moment. Bon. Steve Nash, il découvre son roster à l'échauffement, comme tout le monde. Ouais, ça aussi, ce serait beau, une finale entre Phoenix et Steve Nash, d'ailleurs. Phoenix qui joue, ça... pas sa première finale, du coup, mais... Oui, et d'Anthony, ouais. Ouais, c'est vrai. Carrément. Des belles histoires. Et pour finir, là, sur ces Suns, moi, j'ai qu'une chose à dire. Donnez-moi 2 superstars et que des mecs de Villanova et tu peux faire une équipe qui va très loin en playoff. Franchement, Jay Wright à Villanova, je trouve que c'est un truc impressionnant. Là. Finalement, tous leurs joueurs sont tout le temps percutants, prêts à jouer, ils acceptent leur rôle. Si vous pouvez regarder, tous ceux qui sont dans la ligue, c'est tout le temps des joueurs qui pèsent. Donc ouais, c'est... Hein, ils ont un point commun en fait, c'est qu'ils font tout leur cursus universitaire en fait. Ouais. Parce que tu prends Michael Bridges, il a 2 titres NCAA, donc il a fait tout son cursus. Jalen Brunson aussi. Je sais pas, tu avais peut-être d'autres joueurs en tête. Ouais, tu as Sadiq Bey à Détroit, tu as Pascal qui est aux Warriors. Il y en a plusieurs. Effectivement, en fait, la force, bon, on va pas, c'est pas un podcast sur Villanova, mais finalement, la force de Jay Wright, c'est d'avoir, c'est dit, bon, bah, de toute façon, les plus grands prospects, ils vont à Kentucky, ils vont à Duke. Donc, moi, je vais aller chercher le deuxième tiers des prospects en leur disant, vous allez peut-être pas faire du one and done, vous allez peut-être faire du two and done et partir en NBA, mais je vais vous permettre de progresser et d'avoir une espèce de skill set qui vous permettra d'être apprécié par la ligue, par la grande ligue. Et derrière, un système offensif qui fonctionne, défensif très fort. Et comme tu dis, 2 titres NCAA. Le mec, il a déjà son ticket poinçonné pour le Hall of Fame. C'est question de temps, c'est pas déjà le cas que la salle porte son nom. Et derrière, il y a un programme qui est maintenant reconnu comme l'un des meilleurs pour former des joueurs prêts à jouer au plus haut niveau. Oui, et puis ce qui est intéressant avec ce qu'il fait aussi, c'est qu'il prend des joueurs locaux comme Michael Bridges. Donc, on parlait de Phoenix, c'est Michael Bridges. C'est un type de Philadelphie, quoi. C'est dommage qu'il n'ait pas drafté Philadelphie au bout du compte. Mais l'histoire est incroyable. Sa mère, elle bosse pour les Sixers. Il est drafté, mais il trouve le moyen de l'échanger contre un mec qui joue en G-League maintenant. Enfin, c'est fou, quoi. C'est Colangelo qui a fait ça? C'était Colangelo? Oui, si, c'est la période ça doit être Colangelo. C'est la période intermédiaire entre Inky et ce qu'il y a eu après, ouais.
Oui, c'est pas Elton Brand, hein, j'arrive pas à me souvenir. Mais bon, bref, Si, ouais, je crois que c'est Elton Brand, t'as raison. c'est très bien joué de la part des Sixers. C'est typiquement le genre de joueur qui leur manque, mais Ah ouais, clairement. Bah, tu vois un petit peu la tête de la défense des Sixers qui sont déjà très forts de ce côté-là. Et si tu rajoutes Michael Bridges, bon courage. ouais, c'est clair. Bref. Et bon, bah, en tout cas, les Suns, vraiment, on les attendait pas forcément à ce niveau, mais c'est une équipe qui va pas être simple à sortir et qui a beaucoup, au bout du compte, qui se retrouve avec un bel avenir si ça va loin. Pas mal d'ajustements à suivre de près. Pour faire très vite, dans les autres séries qui sont encore en cours, est-ce qu'il y a une série sur laquelle vous avez un œil particulier ou que vous suivez avec attention? Clippers Jazz. Clippers Jazz, ouais. Ouais, Clippers Jazz. Ça va être, je pense, la série va être longue. Toi, Shai, tu as un Ouais, petit kiff particulier? à la base, j'étais hyper hypé, c'est peut-être un peu fort, mais Brooklyn-Milwaukee, je me disais, ah ça y est, c'est bon, Milwaukee, ils ont préparé leur coup depuis 2 ans, ils sont prêts. Brooklyn, on ne sait pas trop, c'est la première fois que les trois jouent ensemble, et au final, pour l'instant, il y a zéro suspense, et Mike Budenholzer est en train de perdre sa place, à mon avis, pour la suite Mm. de l'aventure. Mais oui, du coup, celle-là, elle me hype un peu moins, même s'il n'y a que 2-0, hein, ça peut se remonter. Et je suis Ouais. d'accord pour le Utah Clippers. Déjà, le premier match était bien chaud, le finish était cool. Euh, avec Rudy qui fait le contre à la dernière seconde. C'est déjà un premier beau match et je pense que ça va être que des matchs comme ça, à mon avis. Et juste un truc, l'ambiance du jazz est ultra sous-estimée. Alors, je sais que ça fait toujours partie des salles les plus chaudes, mais je crois qu'on ne se rend même pas compte à quel point c'est une des salles les plus chaudes. C'est C'est ça, incroyable l'atmosphère. les C'est Mormons, ils se lâchent au stade là où ils peuvent pas se lâcher dans la vie, c'est ça en fait. Et c'est vrai que la salle est très particulière pour avoir eu la chance de pouvoir y voir un match. En fait, les tribunes sont vraiment abruptes. Et ce qui fait qu'en fait, même si tu es un petit peu haut dans les travées, tu es relativement proche du terrain et tu as cette impression de chaudron un peu, voilà, comme on pouvait parler pour Beau Blanc à l'époque, pour les mecs de mon âge ou autres, ou Chicago Stadium. Mais oui, effectivement, c'est un boxon sans nom. Et c'est vrai que c'est plutôt sympa d'avoir des playoffs avec. Même si, bon, des fois, ça fait un petit peu crise d'angoisse de voir autant de gens aussi près dans les tribunes, mais pour le sens du basket, c'est quand même plutôt agréable. Ouais. Yes. Bon, bah voilà, c'est tout pour nous aujourd'hui. Pour suivre l'actu de la NBA, toujours, vous pouvez nous retrouver notamment la plume de Shai et d'Antoine sur basketsession.com. Allez y faire un tour pour découvrir la cover de notre prochain numéro de Rivers qui sort très vite. On va d'ailleurs s'y remettre tout de suite. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine pour un autre podcast donc, de l'équipe Basket Session Rivers. Ciao! Ciao. Salut!